Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui les travaux de la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi. Autre actualité nationale, un rituel républicain gravé dans la solennité lors de la rentrée solennelle du Parlement djiboutien. Et enfin, dans l'actualité internationale, invasion terrestre israélienne au Liban, ce qu'a annoncé l'Israël aujourd'hui. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a eu en ce mardi, en début d'après-midi, un entretien téléphonique avec le Premier ministre éthiopien, le Dr Abiy Ahmed Ali. Les discussions ont permis aux deux dirigeants d'évoquer l'état d'avancement des projets d'intégration économique entre les deux nations, ainsi que les principaux défis à l'ordre du jour dans la région et sur le plan international. Ces entretiens entre le chef de l'État et le Premier ministre éthiopien s'inscrivent dans le cadre de contacts, échanges et concertations régulières et périodiques entre les principaux responsables des deux pays, aux liens éminemment fructueux et privilégiés. Je vous le disais dans les titres, ce mardi 1er octobre 2024 s'est tenue la 14e session du Conseil des ministres de cette année. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 1er octobre 2024, la 14e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les 7 textes suivants. Le premier, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, ANPH, pour l'exercice 2023, est porté par la Présidence de la République. Les comptes financiers de l'ANPH pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit 574 824 945 francs djibouti et en charge 480 198 540 francs djibouti avec un résultat bénéficiaire de 134 625 654 francs djibouti. En 2023, les produits d'exploitation connaissent une forte exploitation, une forte augmentation et sont constitués essentiellement des subventions de l'État et des établissements publics. L'exercice 2023 a été marqué par l'annonce de l'initiative du chef de l'État, président de la République, visant l'insertion professionnelle des personnes à besoins spéciaux par la création de 150 postes budgétaires à leur profit. La poursuite de l'exécution du projet d'enregistrement à domicile des personnes handicapées et alitées à Djibouti-Ville et dans les 5 régions. Le financement des opérations d'implants cochléaires, la fourniture de 850 équipements adaptés aux besoins des personnes handicapées et la prise en charge du projet Mobile ID visant à faciliter l'accès des personnes à besoins spéciaux aux services numériques. Ces actions ont permis de renforcer les droits des personnes à besoins spéciaux et de promouvoir leur participation en vue de leur intégration effective dans la société. Le point 2 de l'ordre du jour porte sur le projet de loi d'approbation des comptes financiers de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, ONEAD, pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit de 9 441 564 francs djibouti et en charge 9 304 687 000 francs djibouti. Durant cet exercice, le résultat net passe d'un montant négatif de moins de 79 900 en 2021 à un résultat positif de 136 800 000 francs djibouti. La production d'eau augmente également de 16% et s'élève à 31,7 millions de mètres cubes en 2023. L'ONEAD a investi durant la même année
sur fonds propres, plus de 1,135 milliard de francs Djibouti et 774 200 000 francs Djibouti sur financement extérieur, principalement dans la production de la distribution des eaux. Le point 3 de l'ordre du jour, question portant sur le projet de loi d'approbation des comptes financiers des douanes Zaka, des douanes et des biens WARF pour l'exercice 2023, porté par le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF. Les comptes financiers du Diwan des biens WARF pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produit de 710 038 039 francs et en charge 630 492 233 francs avec un résultat bénéficiaire de 79 566 407 francs. Le résultat de l'exercice est bénéficiaire et connaît une forte amélioration par rapport à l'exercice précédent. Il s'élève à 79 millions de francs Djibouti en 2023 contre 38 millions en 2022. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, portant la question numéro 4 sur le projet de loi portant ratification de la Convention numéro 181 sur les agences d'emploi privées de 1997. La République de Djibouti est devenue membre de l'OIT, Organisation internationale du travail, depuis 1978 et a ratifié 68 conventions et un protocole dont 51 sont actuellement en vigueur. En 2024, Djibouti a institué les agences privées d'emploi par décret numéro 2004-0054 PR MESN, et ce afin de répondre à une nécessité croissante de fourniture de services à un marché de travail flexible et en évolution rapide. Cette convention reconnaît le rôle que les agences d'emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, tout en exigeant que soit mis en place un cadre juridique et des conditions d'exercice de leurs activités qui garantissent une protection adéquate aux travailleurs faisant usage de leurs services. La ratification de la Convention numéro 181 va naturellement permettre à notre pays de mettre en cohérence ses engagements internationaux avec sa réglementation en vigueur. Autres questions ont été lues et approuvées. On écoute la deuxième partie de ce 14e session des conseils des ministres, toujours avec le porte-parole du gouvernement. Lors de la même séance, le ministère du Commerce et du Tourisme portant le projet de loi de ratification de l'accord sur la zone de libre-échange tripartite, COMESA, EAS, EAC et SADC. Les chefs d'État et de gouvernement des 3 communautés économiques régionales du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe ont convenu d'établir la zone de libre-échange tripartite lors du sommet tenu à Kampala en 2008. Cette initiative a été conclue et mise à disposition pour signature en 2015, lors du 3e sommet tripartite qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'accord de libre-échange tripartite est fondé sur 3 piliers fondamentaux, dont l'intégration des marchés, l'industrialisation et le développement des infrastructures. En outre, cet accord établit les objectifs, à savoir promouvoir le développement économique et social de la région tripartite. Les avantages attendus incluent la création d'un vaste marché de plus de 800 millions d'habitants, un PIB combiné d'environ 18 trillions de dollars américains et une classe moyenne émergente rapide
stimulant la demande pour une diversité de produits et services. À ce jour, l'accord TFTA compte 23 signatures, dont Djibouti et 14 autres pays. Par conséquent, Djibouti devrait être le 15e pays. La République de Djibouti a déjà ratifié l'accord sur la ZLECA et la ratification de cet accord TFTA permettra à notre pays de participer activement à cette initiative régionale visant à améliorer la prospérité économique et à renforcer la coopération entre les États membres. La ratification de l'accord représente une étape déterminante pour l'intégration économique régionale, ainsi offrant des opportunités significatives pour la croissance économique, le développement industriel et l'amélioration de nos infrastructures. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, présentant le projet de décret modifiant le décret numéro 2002-0096-PR MCCPT relatif à la création et aux conditions et modalités d'octroi de la palme de la culture. Le projet de décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret précité et portant création de la palme de la culture. Les palmes de la culture, distinction honorifique reconnue au niveau national, a été instaurée pour récompenser les personnalités et les acteurs culturels qui contribuent de manière significative au rayonnement et au développement de nos patrimoines culturels. L'objectif principal est double. D'une part, élargir l'éligibilité afin d'inclure les catégories artistiques et culturelles jusqu'ici non représentées. Et d'autre part, revoir la composition du comité de sélection pour une représentation plus équitable des diverses facettes de nos diversités culturelles. Ce projet de texte ainsi actualise et introduit des ajustements nécessaires et vise à renforcer la reconnaissance culturelle nationale. Enfin, dernier point numéro 7 de l'ordre du jour, portant nomination de plusieurs hauts cadres de l'administration djiboutienne. Madame Roukia Ali Jama, administrateur civil de deuxième classe, deuxième échelon du corps de l'administration générale, en service à la primature, est proposée à la nomination au poste de conseillère technique auprès du Premier ministre. Monsieur Mokhtar Mahmoud Hussein, ingénieur de deuxième classe, troisième échelon du corps de développement durable, en service au ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, est proposé à la nomination au poste de directeur de grands travaux au ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques en remplacement numérique de Mme Nem'a Hassan Olo. Mme Nem'a Hassan Olo, ingénieure de deuxième classe, premier échelon du corps de développement durable, précédemment directrice des grands travaux, est proposée à la nomination au poste de conseillère technique auprès du ministre de l'Agriculture. M. Soubane Moussa Djibril, en service au ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, est proposé à la nomination au poste de conseiller technique du ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Enfin, M. Abdelkarim Mahmoud Hassan, administrateur civil de première classe, premier échelon du corps de l'administration générale, est nommé secrétaire général du ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat. En fin de séance, le ministre de l'Éducation nationale a présenté une communication sur la rentrée scolaire 2024-2025. La rentrée des classes a eu lieu le lundi 2 septembre pour l'enseignement fondamental et le mardi 3 septembre 2024 pour l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Le ministère a mis en place toutes les mesures nécessaires afin de permettre une rentrée scolaire sereine des élèves, des enseignants et des personnels de direction et vie scolaire.
Pour cette rentrée scolaire 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle poursuit ses efforts pour renforcer l'accès et améliorer la qualité des enseignements-apprentissages ainsi que le pilotage du système éducatif axé sur les résultats. En effet, en cours de cette année 2024, notre système devra atteindre des objectifs stratégiques majeurs tels que la scolarisation universelle de tous les enfants à l'école primaire, les évaluations du PASSEC 2024, la mise en place expérimentale du système d'assurance qualité qui nous permettra d'évaluer nos établissements scolaires par rapport à un standard de qualité défini à partir d'analyse des standards internationaux, mais également l'expérimentation des écoles rurales intégrées. Actualité mentionnée dans les titres en ce mardi 1er octobre 2024 dans une atmosphère empreinte de solidité et de respect pour les traditions républicaines. Son Excellence M. Deleta Mohamed Deleta, président de l'Assemblée nationale, a procédé à l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire du Parlement. Les élus de la 9e législature ont fait leur rentrée solennelle à cette occasion et conformément aux dispositions de la Constitution ainsi qu'aux prescriptions du règlement intérieur, la reprise des travaux parlementaires s'effectue après une trêve estivale bien méritée. Cette plénière s'est déroulée en présence de son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le Premier ministre, des membres du gouvernement et des élus de la nation, ainsi que des personnalités de haut rang issues des divers horizons. Parmi l'auditoire figuraient également des représentants du corps diplomatique, des organisations internationales, des officiers généraux, des autorités locales élus, sans oublier plusieurs membres de la société civile djiboutienne. Fidèle à la tradition, la séance a débuté par l'interprétation vibrante et fédératrice de l'hymne national, symbole d'unité. Ce moment d'intense patriotisme a été suivi par le mot de bienvenue de son Excellence, le président de l'Assemblée Deleta Mohamed Deleta, qui a souhaité à tous une excellente rentrée parlementaire. Lors de son discours inaugural, le président de l'Assemblée a rappelé que la trêve parlementaire a permis aux députés de se rapprocher des citoyens pour écouter leurs préoccupations et évaluer les réalisations et les défis restants. Il a également mentionné les efforts diplomatiques déployés durant cette période, notamment à travers des visites officielles telles que celle du Parlement émirati ou encore les participations aux travaux du Parlement panafricain. Le monsieur Deleta Mohamed Deleta a réaffirmé le rôle essentiel de l'institution parlementaire en soulignant l'importance de la mission de surveillance et de contrôle de l'action gouvernementale qui incombe aux députés. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue permanent entre le gouvernement et le Parlement, particulièrement lors de l'examen du budget national pour garantir une gouvernance transparente et efficace. En conclusion, le président a exprimé une vive préoccupation concernant la situation désastreuse au Proche et Moyen-Orient. Il a condamné avec fermeté les actions d'Israël, dénonçant les massacres perpétrés à l'encontre des populations palestiniennes, libanaises et syriennes. À la suite de cette allocution, M. Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre de la République de Djibouti, a pris la parole pour prononcer son discours traditionnel. Il a exposé les grandes orientations de la politique gouvernementale et les progrès significatifs au cours des derniers mois. Sur le plan diplomatique, cette séance a été marquée par le soutien à la candidature de son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Leader visionnaire, il incarne la capacité de porter les aspirations de tout un continent vers un avenir plus radieux, fondé sur la paix. Avant de clore officiellement cette séance, le président de l'Assemblée nationale a invité tous les présents à se retrouver dans le hall d'honneur pour une pause café conviviale. Dans un discours, le président de l'Assemblée nationale a souhaité une chaleureuse bienvenue aux députés, tout en leur rappelant l'ampleur des défis auxquels ils seront confrontés durant cette session parlementaire. On écoute le président de l'Assemblée nationale. Et avant, permettez-moi de revenir sur la trêve parlementaire qui offre traditionnellement une opportunité de faire du travail de proximité avec nos concitoyens. Les députés ont pu aller à la rencontre de notre population à l'écoute de leurs préoccupations, en échangeant avec eux sur ce qui est accompli comme ce qui reste à accomplir. Outre cette mission de mobilisation, d'inventaire et d'explication,
L'intercession nous a permis aussi de consolider la diplomatie parlementaire grâce aux visites de groupes nationaux auprès des parlements régionaux et internationaux. Pour ma part, j'ai effectué plusieurs déplacements, tels que la visite officielle le mois dernier au Parlement émirati sur l'invitation de son Excellence Khat Rabash, président du Majlis. Plus récemment, à la tête du groupe national, j'ai pris part au Parlement panafricain et plus précisément à la 12e conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux du pape. Événement d'importance majeure puisqu'il s'agit de délibérer sur le sujet globaux ayant trait au devenir du continent africain. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le rituel constitutionnel que nous exterminons en cette séance solennelle d'ouverture m'impose de revenir sur d'autres thématiques principales de la session appelée communément session budgétaire. Cette appellation est opportune puisque l'examen de la loi des finances initiale, enjeu prépondérant, est programmé chaque année durant la session d'octobre. Nous le savons tous et nous le répétons sans cesse. L'exercice budgétaire constitue un challenge formidable pour tout député. Fondamentalement de législateur, le vote annuel de la loi des finances relève la portée et l'étendue des prérogatives que la Constitution confère aux députés. Cette mission prestigieuse d'adopter au nom de la nation la mise à disposition des ressources au gouvernement pour mettre en œuvre les politiques nationales durant une année civile est certes un privilège inhérent au mandat parlementaire, mais surtout une responsabilité à la charge du député d'exercer minutieusement son droit de contrôle et sa capacité de proposition en faisant un certain nombre de suggestions, les cas échéants, tout en veillant à ce que les budgets répondent bien aux attentes sociales. Je l'ai prédisé le 1er octobre dernier, et je le redis encore une fois, le rôle du Parlement, des parlementaires, à savoir sa mission d'examiner la politique budgétaire proposée par le gouvernement, puis de se prononcer sur elle, est vital, mais surtout indispensable pour le développement de notre pays, car nos choix budgétaires et notre vote conditionneront l'action gouvernementale pour l'année prochaine. Monsieur le Premier ministre, honorables députés, en conclusion, j'aimerais revenir sur la situation catastrophique qui prévaut dans les Proches et Moyen-Orient et surtout la question des massacres génocidaires perpétrés par Israël depuis presque 360 jours. Hier, c'était les Palestiniens qui étaient les victimes expiatoires du terrorisme d'État israélien. Aujourd'hui, c'est une insouciance aveugle. Israël encourage le déferlement d'un engrenage qui effectue la stabilité de toute la région, voire la paix mondiale. Depuis la tragédie du 7 octobre, la situation humanitaire des victimes palestiniennes, libanais, des zones syriennes occupées ne peut laisser personne silencieux. Ensuite, à présent, passons à la prise de parole du Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Avec une émotion partagée que nous nous retrouvons après la période estivale dans cette enceinte symboliquement très prestigieuse. En effet, le travail que le gouvernement effectue avec votre auguste assemblée, qui est la représentante de la totalité du peuple djiboutien, témoigne de la volonté du pouvoir exécutif à vouloir maintenir à travers vous un dialogue permanent avec tous les Djiboutiennes et les Djiboutiens. La connaissance de la politique budgétaire est d'une grande importance pour le citoyen. En effet, le budget traduit en actions concrètes la politique gouvernementale de développement du pays. Ces ajustements budgétaires sont donc de plus en plus nécessaires et vous aurez d'ailleurs à examiner très prochainement et parallèlement au budget 2025, le budget rectificatif 2024 et celui définitif de 2023. Le contexte international depuis 2021 ne cesse de gêner le développement économique. Le gouvernement a dû faire face à plusieurs crises que vous connaissez parfaitement. La longue période de Covid, la guerre en Europe, les soubresauts de la région, des pays de l'IGAD,
puis la terrible guerre entre Israël et Palestine, qui a enflammé toute la région, sont venus perturber la croissance mondiale et par voie de conséquence notre économie ouverte sur le monde. En référence à cette atroce guerre, mesdames et messieurs les députés, je souhaiterais faire une parenthèse dans mon intervention de ce jour pour que tous ensemble nous accordions une nouvelle fois une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de Palestine. Nous ne pouvons pas les oublier et nous ne les oublierons jamais. Merci. Mesdames et messieurs, une autre nouveauté également a été introduite par le gouvernement. Le budget sera présenté dans un cadre des recettes et des dépenses construit sur 3 ans. Cette visibilité plus longue pour tous les citoyens va permettre de mieux appréhender l'évolution future de la politique budgétaire. Donc le gouvernement, afin de compenser les incertitudes qui résultent de la situation politique internationale, met tout en œuvre pour préserver une croissance soutenue à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, l'objectif gouvernemental dans ces périodes difficiles est ainsi d'avoir une meilleure maîtrise des dépenses publiques. La responsabilisation des départements ministériels introduite dans la gestion des crédits alloués débouchera sur les priorisations des dépenses de fonctionnement afin de mettre en adéquation les enveloppes budgétaires des départements ministériels avec leurs besoins. Avec toutes ces perspectives, les recettes et les dons sont prévus en 2025 à hauteur de 146 milliards de francs environ. Les dépenses, quant à elles, sont programmées à 140 milliards, permettant un solde positif prévisionnel de 6 milliards de francs Djibouti. Autre actualité de ce soir, une cérémonie de présentation de notes de conjoncture pour Djibouti a eu lieu aujourd'hui à la salle de conférence de l'université de Djibouti. Organisée par la Banque mondiale, la cérémonie a vu la participation du ministre de l'économie et des finances, M. Lies Moussa Dewale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Nabil Mohamed Ahmed, le ministre du commerce et du tourisme, M. Mohamed Warsama Adiri, de hauts responsables des institutions financières et des représentants des organisations internationales, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne et des ambassadeurs des pays amis, ont pris part à cette conférence débat sur la note de conjoncture économique pour Djibouti dans les 2 prochaines années. Une vingtaine des étudiants de la faculté de l'économie à l'université de Djibouti ont assisté à cette séance de présentation. Ces moments d'échange ont permis de comprendre et saisir la conjoncture nationale et appréhender les différents points forts évoqués lors de cette présentation, à savoir sur l'inflation, les finances publiques, dette extérieure ou encore la situation monétaire. La soutenabilité et l'équité des finances publiques. Cet événement constitue une occasion précieuse de partager les analyses, les conclusions, les recommandations issues de cette étude de la situation économique récente. Avant toute chose, je souhaiterais remercier vivement au nom du groupe de la Banque mondiale toutes les autorités nationales, les cadres, les collègues, les partenaires qui ont participé, qui ont contribué à travers leurs données à ce bulletin. Ma profonde reconnaissance également pour l'engagement de nos équipes qui ont travaillé durement pour élaborer ce bulletin. Le soutien indéfectible de toutes les personnes qui ont participé à ce bulletin était essentiel pour garantir la pertinence, mais surtout la fiabilité des analyses que nous présenterons aujourd'hui à travers le programme que Malik a indiqué tout à l'heure. Le bulletin vraiment illustre la force du partenariat entre nos institutions pour promouvoir le développement économique durable de Djibouti. Nous allons écouter à présent M. Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches, qui s'est réjoui de cet événement. Le rapport de la conjoncture, c'est comme un médecin. Un médecin regarde le corps, comment il fonctionne. Un rapport économique, c'est votre poche. C'est comme un ménage,
On doit savoir, le pays, ce qu'il gagne, mais ce qu'il dépense également. Et comment, dans cette dynamique, trouver des moyens pour améliorer. Mais je voudrais vraiment que ce matin, ça nous serve à nous tous d'avoir le recul suffisant pour comprendre les enjeux, définir nos priorités, travailler avec notre jeunesse, parce que c'est elle qui va prendre le relais. Et comme je disais avant de terminer l'autre jour, quand on était en réunion avec le vice-président régional de la Banque mondiale, nous sommes un peu le chef d'orchestre au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a tous les ministères et nous sommes le chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que tous les éléments dans chacun des ministères, s'il n'y a pas les hommes et les femmes pour y travailler, on n'arrivera pas. Et donc, il faut les compétences nécessaires. Et c'est pour ça qu'on œuvre au niveau de l'université à travailler, non pas en termes de spécialité, mais en termes de compétences, renforcer la compétence. Elle coûte cher. Tout à l'heure, on avait une discussion sur la mise en place d'une très grande école de commerce à Djibouti. On a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent, qui sont enthousiastes. On s'inscrit dans l'excellence, une excellence qui soit équitable, encore une fois, mais qui puisse également tenir de tous les enjeux régionaux, qui aujourd'hui, vous lisez les journaux, sont graves, inquiètent, mais doivent replacer également Djibouti dans une autre forme de leadership. Mais également, il y a le climat, et on s'y prépare, on a créé un observatoire. C'est des éléments qui peuvent paraître précoces, embryonnaires, mais ça démontre que le pays a une volonté d'aller très loin, et quand il veut y arriver, il y arrive. Et des étudiants de l'université de Djibouti ont monté 2 satellites. Le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyes Moussa Dewale, a pour sa part longuement expliqué sur les stratégies de développement économique du pays. Djibouti présente une économie duale, c'est-à-dire la coexistence entre une économie moderne, très forte, très sophistiquée, plutôt tournée vers l'extérieur, et l'économie traditionnelle que nous connaissons. Cette économie moderne, elle est tirée par le secteur des services et principalement par le secteur des ports et de la logistique. L'essentiel en tout cas la portion de Lyon dans la structure de notre PIB est portée principalement donc par ce secteur. Cette économie duale, on aura l'occasion de parler un peu le phénomène d'inclusion par rapport à notre trajectoire économique et donc les défis à relever dans le futur. Mais cette économie, qu'elle soit celle portée par les ports, comme celle traditionnelle, a connu des chocs externes, exogènes, importants, ces dernières années plutôt cumulés. Et vous le savez tous, le premier choc étant celui du Covid, fin 2019-2020, mais également donc cumulé de ces chocs d'un point de vue géopolitique régional. Nous avons également eu, en conséquence de ces chocs du Covid, le choc logistique mondial, mais surtout celui actuel où le Bab el-Mandeb et donc tout le sens de Djibouti par rapport à la mer Rouge, des défis majeurs. L'école de management de Djibouti, EMD, accrédité par l'État et premier établissement d'enseignement supérieur à être certifié ISO, a organisé ce lundi un salon d'orientation au siège de l'institution. Cet événement incontournable a permis à plus de 400 nouveaux bacheliers de s'informer sur leur choix de carrière et d'études. De nombreuses personnalités influentes du pays, les responsables de l'EMD, ainsi qu'un grand nombre d'étudiants et d'invités ont participé à ce salon d'orientation. Il a rassemblé également non seulement des professeurs, mais aussi des partenaires locaux et internationaux venus présenter leurs services et les avantages dont bénéficient les étudiants de l'EMD grâce à ces collaborations.
Pour les étudiants, ces partenariats représentent un atout majeur, leur offrant de nombreuses opportunités. Ils ont ainsi pu échanger directement avec des représentants d'universités et d'institutions partenaires pour mieux s'orienter dans leur choix d'études supérieures. Cette initiative de l'EMD s'inscrit dans une démarche visant à soutenir les jeunes djiboutiens et à les encourager à faire des choix éclairés pour leur avenir et académique mais aussi professionnel. L'EMD continue de se distinguer par son engagement à améliorer les compétences managériales de ses étudiants en leur fournissant des outils modernes et en favorisant une compréhension approfondie des enjeux économiques et des dynamiques d'affaires. Nous remercions à M. le maire et à tous les membres d'invités des marques qui sont venus aujourd'hui nous visiter ici. Et c'était une occasion pour nos étudiants, bacheliers, nouveaux bacheliers qui étaient là aujourd'hui, qu'on les a bien accompagnés, on les remercie énormément. Les parents qui nous ont visités aussi, on les remercie. Les membres de l'équipe administrative aussi, on les remercie énormément. Et je remercie au PDG de l'EMD, Dr Djilani Saïd Ahmed. Voici une réaction recueillie auprès des participants. Nous sommes en partenariat avec l'EMD. Ils ont, avec leur carte, ils ont des remises dans nos pharmacies. C'est une aide pour les étudiants. Donc je suis là aujourd'hui pour présenter différentes vitamines qui vont les aider dans leur cursus de l'étude. Donc c'est pour montrer que c'est bien d'étudier, mais la santé et l'étude, il faut le faire parallèlement. Toujours accompagné des autorités obokoises, dont le préfet Moussa Aden Migane et le président du conseil régional Mohamed Ahmed Ismail. La cérémonie de passation du flambeau de l'unité s'est déroulée à Dalayaf, lieu où les représentants des Tadjoura les attendaient. Cette fois-ci, c'est le jeune Tadjourien qui a pris à bras-le-corps le flambeau de l'unité pour symboliser cet événement qui constitue une valeur inestimable pour l'unité et le vivre ensemble dans la paix et la cohabitation harmonieuse pour l'ensemble de la population djiboutienne fidèle aux valeurs ancestrales et républicaines. Quant au préfet de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas, et le président du conseil régional, M. Omar Hussein Omar, ils ont accueilli le flambeau de l'unité à l'entrée principale de la ville blanche. L'enthousiasme était à son comble avec l'accueil de la caravane de l'unité qui poursuit ses tournées dans les régions de l'intérieur. Nous allons écouter à présent les réactions respectives du président du conseil régional et du préfet de la ville blanche. Aujourd'hui à Tadjoura, le Fest Unity qui est parti de Djibouti en passant par Oboko, une fête nationale vraiment qui englobe l'unité de toute la population de Djibouti. Festival Unity qui a été initié au départ l'année dernière par mon collègue Mahad, aujourd'hui réunit l'ensemble de la population avec la participation de la ministre de la Culture et de la Jeunesse que nous remercions. C'est une opportunité qui n'est pas donnée à tout le monde, de réunir l'ensemble de la jeunesse de Djibouti. Et pour ça, nous remercions tous les organisateurs et tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cet événement. Et Tadjoura est fier d'accueillir et de participer à sa manière aussi. Autre actualité de ce soir, c'est dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération régionale que l'ambassade de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie à Djibouti, en collaboration avec Ethiopian Airlines, a organisé un voyage de découverte des sites touristiques majeurs d'Éthiopie du 19 au 22 septembre 2024. Ce voyage communément appelé Femme Trip a permis aux représentants des médias, notamment une délégation de la RTD, Djiblife et d'un influenceur de renom djiboutien, ainsi qu'aux tours opérateurs et agents de tourisme et voyages djiboutiens de découvrir les trésors culturels et naturels de l'Éthiopie.
Cette initiative s'inscrit dans une volonté commune de renforcer les échanges touristiques entre Djibouti et l'Éthiopie. Le Fam Trip a offert aux participants l'opportunité de visiter des sites emblématiques et paradisiaques. Cette visite extraordinaire a été une occasion pour visiter des beaux sites touristiques éthiopiens qui ne cessent d'attirer les touristes du monde entier. Les liens historiques et culturels qui unissent Djibouti et l'Éthiopie trouvent ainsi une nouvelle dynamique à travers le tourisme, un secteur clé pour la prospérité régionale. L'Éthiopie, forte de son patrimoine exceptionnel, et Djibouti, porte d'entrée stratégique de la Corne de l'Afrique, renforcent leur partenariat économique, culturel et touristique dans un cadre de coopération mutuellement bénéfique. Mais je ne savais pas que c'était autant paradisiaque leur territoire. Là, j'ai eu la chance de participer à ce programme qui a été initié par l'ambassade éthiopienne et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, précisément le département Eti Holidays, dont on est vraiment reconnaissant. Je ne suis pas le seul, il y a Jib Live, il y a vous, la RTD, qui ont profité de cette expérience. Actualité dans le monde à présent, l'armée israélienne a annoncé mardi, aujourd'hui, le lancement d'une opération au sol dans le sud du Liban. Les frappes aériennes massives lancées par Israël depuis le 23 septembre contre ce qu'il qualifie de cibles de Hezbollah dans tout le Liban ont fait plus de 960 morts et plus de 2770 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Plusieurs dirigeants du Hezbollah, dont le secrétaire général Hassan Nasrallah, ont été tués au cours de ces attaques. Israël livre une guerre transfrontalière depuis le début de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, offensive qui a fait près de 41 600 morts, pour la plupart des femmes et des enfants. La communauté internationale a prévenu que les attaques israéliennes au Liban pourraient faire dégénérer le conflit de Gaza à une guerre régionale plus large. Et toujours aujourd'hui, mardi, dans la soirée, l'Iran a lancé une attaque de missiles contre Israël alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissent dans tout le pays et que les Israéliens se précipitaient pour se mettre à l'abri. Les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré que l'attaque de missiles contre Israël était une réponse à l'assassinat du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, la semaine dernière, ainsi qu'à celui du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, au début de l'année, a rapporté l'agence de presse iranienne Fars. En réponse du martyr Ismail Haniyeh, de Hassan Nasrallah et de Nilfour Roshan, commandant de la garde du CGRI, nous avons pris pour cible le cœur des territoires occupés, a déclaré le CGRI dans un communiqué. Rappelons qu'une fusillade a eu lieu dans le quartier de Jafar à Tel Aviv, juste avant que des missiles iraniens ne prennent Israël pour cible. Au milieu des sirènes d'alerte aérienne, des attaques de missiles iraniens, plus de 100 missiles ont été lancés contre Israël. La télévision d'État iranien a indiqué que certains des missiles balistiques tirés par le corps des gardiens de la révolution islamique visaient des chars israéliens situés dans ce que l'on appelle le corridor de Netzarim. C'est tout pour cette édition de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.